Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur pour l'émission spéciale. Donc aujourd'hui c'est un petit peu différent, on commence par l'émission spéciale sur les élections américaines et ensuite on enchaînera avec la perm, donc ce sera Samir qui anime la perm ce soir. Donc Samir il va notamment vous parler de l'anniversaire du 1er octobre 54 et de la révolution algérienne, du début de la guerre d'indépendance algérienne. Comment? 1er novembre pardon j'ai dit. Non pardon. Ah non ouais, 1er novembre 1954. Ce qu'on appelle les attentats de la Toussaint. Ensuite, il va aussi parler du petit dîner organisé par Macron à destination des élites politico-médiatiques françaises, notamment, et d'autres sujets. Voilà, alors nous, ce soir, on est avec Omar Bendera. Bonsoir, Omar Bendera. Je rappelle que tu es membre de Algeria Watch et tu es un habituel de Parole d'honneur. On a un nouvel invité avec nous, donc je suis très contente de t'accueillir. Tu es Harrison Steltler. C'est ça. Voilà. Tu es journaliste indépendant, correspondant pour le Jacobin Magazine et The Nation. C'est bien ça? Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Et Cassandre, que vous connaissez très très bien. Cassandre, on est chez lui, hein, là. Voilà, on va pas faire genre. Cassandre, tu es streamer, tu es militant France Insoumise. Voilà, très bien, je pense que ça va. Ouais, c'est bien résumé. Voilà, c'est bien résumé. Alors, j'en discutais juste avant avec les invités. C'est peut-être surprenant qu'on n'ait pas parlé de l'élection américaine jusqu'ici. En tout cas, sur Parole d'honneur, on en a parlé un petit peu, mais toujours via le prisme de la Palestine, des mobilisations étudiantes. Mais on n'a pas vraiment fait je sais pas moi, de points vraiment focus sur la campagne américaine qui dure pourtant depuis longtemps. Et je pense, et c'est mon impression à moi de mon point de vue, c'est que la campagne de l'extérieur, elle apparaît comme un petit peu superficielle. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de réels enjeux, ou en tout cas que ces enjeux-là ne sont pas vraiment mis en avant dans la campagne électorale. Et aussi, peut-être qu'entre Kamala Harris et Donald Trump, et on va en parler sur le plan international, parfois on peut se dire, oui, mais quelle est la différence, notamment quand on est en pleine guerre à Gaza et qu'on voit bien que l'administration Biden a soutenu militairement Israël. Donc on se dit, bon, bah, quelle différence avec Donald Trump? Donc on va pouvoir revenir sur tout ça. Et donc pour commencer, moi, je vais vous demander quelles sont vos impressions, vos retours sur cette campagne électorale. Dans quelle mesure vous l'avez suivi? Qu'est-ce qui est ressorti pour vous dans cette campagne, dans un premier temps? Je commence en tant que l'Américain du plateau. Oui, honneur à l'Américain. Bah écoute, je comprends un peu cette impression à voir la politique des États-Unis de si loin. Donc moi j'habite en France, donc je suis américain, donc je regarde et je lis la presse américaine, j'essaie un peu de suivre ce qui se passe, mais quand même aussi je suis un peu dans l'état d'esprit politique française. Donc, je pense que ça tient à plusieurs raisons. On a aussi les crises politiques, c'est le cas partout. Les dysfonctionnements dans les démocraties, entre guillemets, dans les sociétés. C'est pas étrangère à la France non plus, à l'Europe occidentale, et loin au-delà. Donc moi, je regarde, peut-être malgré moi-même aussi, d'un prisme maintenant de regarder depuis Paris. Et mes impressions, je pense, il y a un peu... J'ai à jongler toujours un peu deux impressions quand je suis l'actualité américaine. À la fois, bon, c'est une certaine chaos de façade qu'on connaît très bien. C'est chaque jour, chaque semaine, il y a une nouvelle sortie de Trump qui fait jouer la chronique pendant des heures et des heures et des heures. Donc on connaît ça depuis des années déjà, même avant Trump. Il y avait des choses qui se passaient dans la politique américaine qui pouvaient effrayer les civils et la presse à l'international, en Europe et ailleurs. Donc il y a toujours eu ça. Et peut-être il y a un peu un sentiment de fatigue, ou on se lasse, comme dans toutes les sociétés, de cette surenchère et facilement on s'habitue. Mais aussi, bon, et peut-être ça... c'est une certaine façon, un certain cynicisme que j'ai à suivre la politique américaine. C'est aussi, malgré cette instabilité de façade qu'on voit, et qui aussi peut faire un énorme changement ou des importants changements suite au résultat de l'élection de demain soir. Il y a aussi une sorte de stasis et de paralysie qui, pour moi, à titre personnel, c'est évidemment, il y a des énormes enjeux. Mais cette chaos chronique à la vie, à la culture politique américaine qu'on connaît aujourd'hui, se conjugue aussi avec des continuités qu'on a vues à travers toutes les administrations récentes, républicaines et démocratiques. Donc,
j'ai toujours eu à un peu jongler cette paradoxe. Et pour moi, peut-être, ça m'a fait en quelque sorte commencer à suivre l'actualité quotidienne du jour au lendemain de la vie politique américaine. Bon, ça, c'est un peu mon... Cassandre ou Omar? Il y a un peu eu un tournant dans l'importance qu'a pris cette élection, parce que c'est vrai qu'au début, paradoxalement, les médias français en parlaient beaucoup au moment où il y avait Biden contre Trump. C'était avant que Kamala Harris soit nominée, parce qu'à la fois, il y avait l'importance du procès de Trump à l'époque, et en même temps, les médias français prenaient plaisir à se faire peur avec « Biden, il est tellement nul, ça va être encore Trump, etc. » Et bizarrement, quand Kamala Harris a été nominée, plus personne n'a parlé de cette campagne. Et on a justement eu l'impression, comme tu le dis, Harrison, que tout se perdait dans du bruit, dans des petites phrases, dans des petits commentaires, et qu'en fait, finalement, c'était réduit qu'à ça, en fait. Mais après, bon, cela dit, moi, je trouve que ce que j'ai retenu, ça a été beaucoup un petit peu les différentes postures qui ont été prises, notamment comment Kamala Harris est rentrée dans l'élection en se positionnant comme la procureure. Et donc, c'est la procureure qui va foutre Trump derrière les prisons, elle les connaît, les criminels comme ça, etc. Enfin, un petit peu cette idée on va un petit peu réparer ce qu'on avait, comment dire, ce qui nous faisait défaut en fait chez Biden, qui était un petit peu vieux, etc. Là, on va ramener de la jeunesse, etc. Mais finalement, outre les postures, j'ai pas vu grand-chose poindre, en fait. Et c'est vrai que les médias français en ont très, très peu parlé. Et après, en règle générale, sur les perspectives de long terme, j'ai l'impression aussi que toute la campagne a été un petit peu prise dans une espèce de, comme tu dis, de fatigue, mais d'impuissance politique, et surtout une angoisse de l'après. C'est-à-dire que moi, quand je regarde... Enfin, je suis beaucoup sur un TikTok de gauchistes un peu universitaires qui font des études sur le fascisme, bizarrement. Mais il y avait vraiment une angoisse perpétuelle de, après, c'est que si Trump est élu, c'est la merde, c'est le fascisme, un projet 2025, etc. Si Harris est élu, ils sont déjà en train de s'armer pour la guerre civile, et avec tous les discours sur la guerre civile, etc. Donc presque le truc de limite la date de l'élection importe peu, parce qu'on sait que c'est après que la guerre, entre guillemets, va se jouer, quoi. Omar? Écoute, nous, d'un point de vue plus au sud, plus méridional, plus tiers-mondiste, pour nous, cette élection n'a pratiquement pas d'autre enjeu que la paix en Europe ou la guerre, la continuation de la guerre. Pour nous, la différence entre Trump et Kamala Harris et sa rivale, c'est une différence largement formelle sur le plan international. Sur le plan interne, on comprend les difficultés qu'ils ont du point de vue sociétal, mais pour nous, cette élection est d'abord un immense show, un immense spectacle, qui n'a pas réellement prise sur le fonctionnement de leurs institutions, sur le fonctionnement de leur ligne politique. Ce sont tous plus ou moins des gens qui dérivent d'une forme ou d'une autre de néoconservatisme. Ils sont d'accord sur 80% du programme politique, sur la continuité de la suprématie américaine, le refus de la concurrence montante chinoise, etc., le soutien indéfectible au colonialisme sioniste. Tout ça, c'est un peu la base du consensus politique américain. Donc pour nous, le changement, il est plus d'ordre formel que d'ordre réellement concret politique. Trump fait un peu peur à certains parce qu'effectivement, il annonce sa volonté de se retirer de la guerre en Ukraine. Harris fait peur à d'autres en essayant de montrer qu'elle est à la fois un statu quo renouvelé, plus dynamique, comme le disait Cassandre, plus jeune, plus vigoureux, mais tout aussi belliciste. Donc là-dedans, pour nous, il n'y a pas vraiment de choix. C'est cette machine de l'establishment impérialiste qui fonctionne et qui, à part certaines considérations de politique intérieure, est pratiquement identique. Je comprends que les Américains aient peur de la politique économique de Trump. Trump, c'est le porte-parole de l'aile droite du capital le plus assumé, etc. Donc lui, il veut remplacer l'impôt sur le revenu par les taxes sur l'importation. C'est un peu fou, mais c'est à peu près ça. Je schématise, je parle sur le contrôle de l'Américain à ma gauche. Pour une fois qu'il y a un Américain à ma gauche, c'est bien.
Non, c'est pas vrai. Ça arrive souvent. Et donc le fait est que, bon, à part c'est un peu ces lubies, ces folies de Trump, pour nous, c'est un discours assez bégayant, assez identique et peu porteur réellement de débats constructifs. Mais justement, j'ai l'impression de dire qu'on a deux gros candidats qui sont un peu alignés, parfois à peu près, hein, on va revenir dans le détail, c'est pas forcément la même chose sur tout, mais globalement, en tout cas d'un point de vue impérialisme et d'intervention étrangère, même s'il y a des discours différents, des styles différents, etc., ça peut parfois être à peu près identique, comme le soutien à Israël, par exemple, mais on peut prendre d'autres exemples. Mais justement, si on a deux candidats comme ça, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y a pas une vraie gauche de rupture aujourd'hui aux États-Unis, alors qu'ailleurs dans le monde, on voit des gauches de rupture émerger, notamment en France avec Jean-Luc Mélenchon, en Amérique latine, on en a aussi. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, est-ce qu'on ne retrouve pas cette gauche de rupture, ou alors on la retrouve, mais elle est trop marginale d'un point de vue électoral pour les élections présidentielles, en tout cas. Voilà. Ça, c'est un peu toute la question. Ça, c'est la million-dollar question, comme on dit en anglais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une vraie gauche de rupture? Ça tient à énormément de questions sur la structuration de la société américaine, du système politique, évidemment, la Constitution qui date de maintenant 230, je ne sais pas combien d'années, 230 ans à peu près. Peut-être plus modestement, pour un peu aussi rebondir à les choses qui ont été dites tout à l'heure, il n'y a pas eu en fait un débat vraiment dans le Parti démocrate cette année. Il y a eu une passation de pouvoir entre un candidat qui, au courant de cet été dernier, a été jugé trop âgé. Et il a été aussi largement décrédibilisé aux yeux des électeurs de la gauche progressiste, des mouvements sociaux qui avaient un peu rendu dynamique sa campagne en 2020. Au sommet du mouvement Black Lives Matter, au sommet du mouvement de l'intégration aussi de l'aile de Bernie Sanders. Et évidemment, on va y revenir. Mais cet hiver, au courant d'une séquence politique ouverte par le 7 octobre, où il y a eu une énorme interrogation du consensus politique américain sur le conflit israélo-palestinien, il y a eu des énormes mouvements sociaux tout le long du printemps dernier. Et ces interrogations de la ligne politique ont été bouchées de par l'appareil partisan du Parti démocrate au courant de l'année dernière. Bon, on savait que le primaire républicain allait être une façade. Trump, depuis bien longtemps, a sa mainmise sur l'appareil du Parti républicain, sur la base républicaine. Et en effet, les primaires républicains l'hiver dernier étaient une blague. Il a gagné quasiment par unanimité. Mais à un moment où le Parti démocrate avait besoin, de par sa survie en tant qu'institution et d'organisation politique, qui voulait s'adapter au changement de sa base électorale, il avait bouché la possibilité d'une véritable primaire. Bon, évidemment, il ne faut pas être trop confiant sur le débouché de ça, parce qu'on sait tous ce que c'est les institutions à Washington et le champ politique à Washington en termes de politique internationale. C'est évidemment pas très accueillant à des critiques sur la ligne internationale tenue par le consensus de Washington, mais il faut noter qu'il n'y a pas eu d'intérêt, pour revenir aussi à la question de tout à l'heure, l'intérêt pour la politique américaine cette année a été aussi affaibli parce que le débat a été fermé assez vite. Soit je dis un truc, soit je peux y aller. Non, mais c'est aussi, il y a aussi le nombre d'échelons qui sont nécessaires à conquérir dans la politique états-unienne, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays qui est fédéral, et en fait pour ça, donc on a beaucoup déploré, par exemple en France, rien qu'en France, on déplore le fait que la gauche de rupture manque d'ancrage dans les territoires, mais alors là c'est encore fois 1000 parce que c'est les territoires dans les différents États qu'il faut après, voilà. Donc il y a à la fois ce verrou un peu fédéral qui est du coup renforcé du coup comme tu dis Harrison par l'appareil de parti en fait qui historiquement s'est structuré et qui contrôle chaque partie de ces échelons-là. Il y a aussi, je pense, du côté de la gauche radicale, un manque d'organisation, et c'est dont on parlait tout à l'heure, un manque de traduction et de dialogue en fait avec les gauches européennes qui sont peut-être plus historiques et plus ancrées. Et un petit peu, en tout cas, je vois beaucoup dans les discours de personnes sur Internet, il
il y a presque une découverte que il faut faire de l'organisation locale, quoi. Genre, voilà, il y a aussi ce truc-là. Donc, c'est aussi que c'est une gauche radicale qui est assez jeune, toute une vague en fait qui s'est énormément politisée avec Bernie Sanders, etc. Et qui a été par la suite déçue en voyant des personnalités comme Alexandria Ocasio-Cortez qui, parfois au Congrès, finissaient par se rallier pour des raisons stratégiques ou autres à des positions beaucoup plus modérées, beaucoup plus centristes, etc. Donc, il y a déjà eu cette première déception. Et enfin aussi le fait que j'ai l'impression en tout cas que la campagne qu'a menée Kamala Harris a été une campagne énormément aussi à destination des déçus de Trump. Et c'est en fait, elle a fait totalement une campagne au centre. Bon, évidemment, il y a des points saillants, notamment c'est sur l'avortement, mais c'est quand on regarde les vidéos qu'elle a sorties, ces publicités de campagne, sur l'avortement qui sont ciblées sur les femmes blanches, c'est vous avez le droit de voter malgré ce que dit votre mari. Donc ça parle quand même à des femmes blanches qui sont dans des maisons plutôt trumpistes, quoi. Donc il y a eu aussi ça, et donc ce qui fait que nécessairement ça empêche toute possibilité parce que du coup les propositions plus à gauche vont être perçues en fait finalement comme du sabotage interne. Ouais, et je veux aussi compléter après, Omar, je te laisse la parole, mais je trouve aussi ce qui répond à cette question, c'est la manière dont l'argent joue dans la campagne, la façon dont on finance les campagnes. Tu parlais, tu disais, il y a plusieurs échelons. Et je vous renvoie vers un super article que j'ai lu sur la revue Contretemps de Thierry Labika, qui est écrit sur le sionisme comme concept bipartisan. Il expliquait pourquoi. Il disait, pour en arriver au niveau de Kamala Harris, il faut d'abord faire les élections d'avant. Et dans les élections d'avant, on a déjà des lobbies sionistes. On a la PAIC, je crois, on en a d'autres. Et en fait, eux, ils vont financer, par exemple, dans les primaires, on va avoir un démocrate plutôt modéré, un démocrate plutôt Israël. Ils vont financer la campagne du candidat pro-Israël. Donc on en arrive comme ça, où c'est impossible, si vous voulez, de dégager des lignes de rupture, parce qu'on a ce poids de ce type de lobby-là qui finance les campagnes. Et c'est hyper important. Et tu le disais tout à l'heure, sur les campagnes de publicité, Trump investit des millions sur les campagnes publicitaires, et Kamala Harris fait la même chose. Donc en fait, c'est des campagnes publicitaires comme ça, où on se dit comment on fait pour sortir de cet engrenage-là. C'est un système qui est organisé depuis des dizaines d'années, voire depuis des siècles, qui verrouille la vie politique entre deux pôles, un pôle social et un pôle, disons, plus marché. Voilà. Et les institutions américaines fonctionnent très bien comme ça, elles sont éprouvées et elles éliminent systématiquement tout ce qui n'entre pas dans ce schéma-là. Et cette élimination, elle est d'autant plus facile à mettre en œuvre qu'il ne faut pas non plus être naïf, tous les médias et tous les appareils idéologiques de l'État américain sont contrôlés par les mêmes. Le financement des campagnes électorales, on le sait, ça coûte aujourd'hui des dizaines de milliards de dollars, Donc ce n'est pas accessible aux candidats indépendants qui n'ont pas la capacité de mobiliser de telles ressources. Ce n'est pas accessible non plus à quelqu'un comme Jill Stein, par exemple, qui existe, qui essaye d'exister. Tout ça montre bien que l'obstacle de l'argent et le contrôle des médias, contrôle hégémonique, tatillon et même policier des médias, fait que les voix alternatives ont peu de chances d'être audibles aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on est dans un système qui a l'apparence d'une opposition entre deux pôles distincts, mais en fait, ce sont deux centres de pouvoir concurrents qui se ressemblent beaucoup. Et vu de l'extérieur, cette identification, elle atteint presque une sorte de similarité presque totale. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de place dans les institutions américaines pour une alternative, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de centre ou qu'elle soit de droite. Il y a les deux partis et vous vous débrouillez avec. Donc, et là-dedans, effectivement, à l'intérieur des partis, on voit bien qu'il y a dans le parti, tu me corriges, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. On voit bien qu'il y a des forces divergentes. Il y en a un qui est un peu plus à gauche, l'autre qui est un peu plus à droite. Il y en a un qui est complètement fasciste. Il y en a dans le parti républicain des gens qui se réclament du Ku Klux Klan. Donc c'est un peu étonnant en 2024 d'entendre de pareils discours, mais bel et bien ça existe dans ces partis-là. Donc ces partis-là, en quelque sorte, ils ont cannibalisé toute la sphère politique, en interdisant à tout intrus, à tout non-membre de ces deux forces d'exister politiquement. Mais en effet, oui, ils sont complètement enchâssés juste dans la structure de vie politique américaine. Il y a eu peut-être 3-4
tentative ou amorce tentative d'affaiblir le système bipartisan américain. Et comme tu disais, Omar, je ne voulais pas t'interrompre parce que tu vas droit au but, donc tu le dis bien. Mais ce processus d'intégration et de coopération, en quelque sorte, de différentes forces très variées, parfois très contradictoires, a été un peu la spécialité de ces forces, le Parti démocrate et le Parti républicain. Donc malheureusement, je suis extrêmement sceptique, quitte à un renversement de l'ordre constitutionnel des États-Unis, à l'éventuelle fracturation du système bipartisan actuel. Pour un peu revenir aux dernières tentatives de refaire, qui malheureusement, je pense qu'on peut un peu acter l'échec de cette tentative depuis... Bon, moi, je m'en rappelle, c'était l'époque où moi j'étais politisé, entre 2011 et 2015, entre Occupy Wall Street et l'arrivée au pouvoir. J'ai parlé trop vite. La candidature de Bernie Sanders en 2015, quand il était essayé de briguer la Maison-Blanche sous couleur démocrate. Et aujourd'hui, je pense on peut un peu dire qu'il y a une époque ou une histoire est en quelque sorte close. Cet été, deux des alliés du Parti démocrate ont été en effet vaincus. Alors, je parle de Cori Bush et Jamal Bowman, donc un député de l'État de New York, critique d'Israël, encore une fois, oui, dans le cadre de ce que ça peut être possible dans le Parti démocrate, mais quand même critique du positionnement et de la ligne américaine vis-à-vis de l'État d'Israël. Et on appelle un cessez-le-feu. Défaite dans les primaires dans l'État de New York. De par quoi? Par un énorme investissement, je pense, juste dans cette campagne, encore une fois, dans un primaire démocrate, dans la circonscription qui représentait dans l'État de New York, c'était quelque chose comme 15 millions de dollars ont été dépensés par ce qui s'appelle un PAC, un Political Action Committee, qui a été établi par ce qui s'appelle AIPAC, qui est le American Israel Political Action Committee. Et on a vu la même chose en Missouri, avec Cori Bush, qui était aussi un des membres de ce qu'on appelait le Squad, qui était cette groupe de députés ou de représentants élus largement en 2018, un peu dans le sillage et l'enthousiasme créé par la campagne de Sanders avant 2016. Et ça a commencé déjà en 2022. Pour celles et ceux qui regardaient en 2022, lors des primaires, pardon, pas les primaires, mais les élections du mi-mandat législatives, en 2022, c'était un peu, on a pu voir un peu la fin de la vague du Squad, cette tentative un peu de recréer, ou pas de recréer, c'est trop généreux, mais d'un peu tirer vers la gauche le Parti démocrate en ayant plus que 5, bon, là au summum, ils étaient peut-être 5, 6, 7 députés, donc vraiment une frange, pas groupe ou caucus, c'est même trop généreux de parler comme ça. Mais cette tentative entre 2018 et 2022 a déjà commencé à refouler en 2022. Il y a eu un énorme investissement de par les organisations comme AIPAC et d'autres pour endiguer ça. Et il n'y a pas eu vraiment des nouveaux députés en 2022 pour rejoindre cette groupe qu'on peut vraiment compter sur une main, 2 mains maximum. Et là, ils va à la retraite maintenant. Ouais, et puis outre ce verrou, on parle des lobbies AIPAC, donc les lobbies pro-israéliens, mais les lobbies pro-israéliens sont aussi dans les lobbies aussi évangéliques en général. Je pense notamment à la Fondation Héritage, qui là, pour le coup, c'est littéralement la Fondation Héritage qui a quasiment écrit tout le programme de Trump, le fameux projet 2025, où en fait là-dedans, il y a aussi que dans les, dans les organisations et dans les think tanks qui écrivent directement en fait les programmes, il y a aucune diversité, aucun sang neuf en fait intellectuel, et c'est un paradoxe parce que les universités états-uniennes regorgent de propositions, même en termes d'économie, etc., enfin de pensée hétérodoxe, mais à l'intérieur justement de ces think tanks, il y a finalement un maintien permanent du statu quo néolibéral, alors qui va jusqu'à son épuisement en fait, et il y a ce genre de vitalité là ne perce pas en fait dans le monde qui va après influencer la politique. Pour nuancer un peu tout ça, c'est qu'il y a quand même des tensions extrêmement violentes dans la société politique américaine. C'est-à-dire on est bien d'accord tous sur le fait de constater un consensus général sur le fonctionnement des institutions, sur quelques grandes orientations fondatrices de politique étrangère, mais il n'empêche que ces partis aussi expriment ou reflètent une diversité d'opinions dans la société américaine qui peut aller jusqu'au conflit, jusqu'au clash.
et jusqu'à la violence même. Et donc la montée du Trumpisme en tant que variante américaine du fascisme, hein, c'est un nouveau fascisme new look, différent un peu de ce qui s'est passé avant en Europe, mais il en a beaucoup de similarités, et il y a beaucoup de points de comparaison entre le fascisme classique et ce que propose Trump, de la stigmatisation des minorités, de la définition comme ennemi de l'intérieur de gens sur une base ethnico-culturelle, etc. Tout ça, ce sont les ingrédients premiers du fascisme. Trump en est le porte-parole. Trump est entouré aussi de gens qui sont connus pour étant des extrémistes sur le plan sociétal, sur le plan des mœurs, sur le plan de... Ce sont des gens qui, derrière un discours soi-disant anti-woke, c'est un mot que je déteste, que je trouve particulièrement laid, qui ressemble à celui qui l'a inventé. Donc, derrière cette position, j'allais dire, anti-démocratique, parce que cette évolution sociale, ça fait partie de la vie démocratique de n'importe quelle société, eh bien, il y a les ingrédients, les ferments d'un fascisme. Et ça ne marche pas beaucoup dans une société qui est quand même imprégnée de valeurs de liberté. Donc on est quelque part sur une espèce de lit de crête, sur le fil du couteau, le fil du rasoir, je ne sais pas comment on dit, et voilà, qui peut aller très loin. Les dangers d'affrontements violents dans les rues américaines, je n'aime pas beaucoup le mot guerre civile, mais sont bien réels. Ce n'est pas du tout un fantasme, et ils s'y préparent. C'est intéressant ce que tu dis, Omar, parce que comme on en a discuté tout à l'heure, c'est difficile d'appréhender les élections américaines, je trouve, parce que, t'en parlais un petit peu, Cassandre, dans un seul État, on peut avoir une diversité de points de vue extrêmes. Et même, on dit souvent, oui, les zones rurales votent pour Trump. Mais si vous regardez, par exemple, Bernie Sanders, qui est élu dans le Vermont, le sociologue qui a travaillé sur ça, il a fait une enquête sur ça. Il dit, regardez, c'est pas si simple que ça. Là, parfois, on peut avoir une zone rurale qui va être très, très à gauche et avoir un élu au Congrès comme Bernie Sanders. Donc ça, c'est intéressant. Et le deuxième point que je vais aborder sur la sociologie électorale, c'est que là, justement, on voit qu'il y a des électorats qui sont ciblés et qui représentent des points de bascule, justement parce qu'on a cette fameuse problématique des swing states, des États pivots, où justement le vote d'une certaine communauté peut être déterminante pour gagner un certain État. Et là, les communautés qui ressortent comme étant clés, ce sont notamment, en tout cas je parle c'est à peu près pour les deux, mais les démocrates perdent un peu plus des voix de la part des hommes noirs, comparé à avant, et aussi le vote des arabo-musulmans, notamment dans le Michigan, à cause notamment de la question palestinienne. Donc c'était un peu ridicule, je trouve, la semaine dernière, quand on voyait Kamala Harris et Trump aller dans le Michigan pour faire campagne un peu sur la politique étrangère. On voyait que ils disaient rien d'à peu près nouveau, mais ils essayaient de s'en sortir pour toucher justement cet électorat-là. Et d'un autre côté, on a des électorats qui sont divisés. C'est le cas des femmes blanches, par exemple. Les femmes blanches qui, historiquement, votent plutôt en majorité républicain. Là, on dit que ça peut être stratégique, vu qu'elles sont à peu près à 51% à vouloir voter Trump. Et d'un autre côté, on a les zones rurales, les habitants des zones rurales, qui, eux, votent plutôt Trump. C'est surtout les hommes non diplômés, les personnes âgées, etc. Donc voilà, comment est-ce que vous percevez ces électorats qui sont clés dans cette élection-là ? Il y a certaines ironies. Et parce que maintenant, oui, en effet, on regarde beaucoup vers le Michigan, juste pour commencer sur ça. Donc, en effet, dans l'État de Michigan, il y a une importante communauté arabo-musulmane, notamment un peu dans les banlieues de Detroit et Dearborn, qui est une ville à côté. Et ce qu'on a vu au courant des primaires, entre guillemets, qu'on a vu cet hiver dans l'État, c'est qu'il y a eu un peu plus que 100 000, je crois, démocrates ou gens qui étaient inscrits dans les primaires démocrates qui ont voté ce qu'on appelle non-committed en anglais, donc non engagé, je pense. C'est un peu une forme de vote blanc qui existe dans certains États, dans certains systèmes partisans, dans chaque État neutre peut-être. Et en effet, c'était un mouvement, une campagne dans la société civile pour faire bloc et pour faire opposition à la ligne de l'administration Biden depuis le 7 octobre dernier. Et ça a pris dans certains États, et en Michigan notamment. Et bref, je pensais un peu, il y a un côté un peu ironique à ça. Je pense que c'était en 1947.
c'était Harry Truman, qui était le président démocrate. C'est lui qui a succédé à Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, qui était le grand figure de la centre-gauche américaine, la social-démocratie américaine, si on veut. Et Roosevelt, c'est Roosevelt, en fait, qui avait rencontré... bon, je fais un peu une divulgation historique, mais Roosevelt, je pense que c'était en 1944. Je pense qu'il a été de retour du congrès de Téhéran, je crois. Peut-être que je me trompe. Quand c'était cette grande conférence, quand les grandes puissances, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, prévoyaient un peu comment est-ce qu'ils allaient se gérer après la guerre entre un bloc soviétique et le bloc occidental. Et Roosevelt, il a pris un passage dans la mer Rouge. Il a rencontré le roi... oui, sur le USS Quincy, qui était un navire de la marine américaine. Et il a promis au roi saoudien, oui, ok, bon, on prendra en compte un peu le regard des Arabes vis-à-vis de la solution éventuelle dans la mandature palestinienne. Et un peu quelques années plus tard, Roosevelt est mort et Truman se prépare à une élection en 1948 où il y a la question maintenant de que va faire les États-Unis avant l'élection de 1948, que va faire les États-Unis sur la question de la reconnaissance de l'État d'Israël et la reconnaissance de cette vote aux Nations Unies sur la partition. Et les diplomates et le corps diplomatique des Américains sont très inquiets de la position de Truman qui dit je vais quand même faire la reconnaissance de l'État d'Israël et ces diplomates, ils lui disent je pense qu'il faut un peu donner aussi un contrepartie. Et Truman, c'est cité dans un mémoire d'un de ses conseillers, je crois. Truman lui a dit, en fait, il n'y a pas quelques centaines de milliers d'Arabes qui vont voter pour moi, alors que moi, j'ai besoin de convaincre quelques centaines de milliers d'Américains qui sont inspirés par qui veut la réussite du projet zioniste. Et c'est intéressant ou c'est important de voir incontestablement ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est une certaine forme de nouvelle conscience politique autour de cette question qui, par le passé, dans la vie politique américaine, ce n'était pas aussi puissante. Et ça, c'est juste une ironie de l'histoire que maintenant, on compte les centaines de milliers de votes dans cet État, le Michigan, qui va être un des points de bascule potentielle dans 2 jours. Je pense qu'il y avait 100 000 du coup d'électeurs qui ont refusé de s'engager derrière Biden. Mais il faut se rappeler que, je pense que c'était en 2020, Trump a perdu Michigan de très près. Je pense que c'était 120 000, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans les marges de ce qui va faire la différence dans un État pivot et clé. C'est toute la question du vote à la marge. Les 2 candidats et les 2 partis sont très proches l'un de l'autre dans pas mal d'États, dans pas mal de circonscriptions. Et donc, effectivement, il faut essayer de segmenter l'électorat. Et l'approche que décrit Harrison est une approche extrêmement réaliste, extrêmement cynique. Donc, on va donner ce qu'on peut en fonction du poids électoral et du poids de l'influence politique à chacune des catégories qu'on essaye de séduire, qu'on essaye d'attirer. C'est une sorte de marchandage à la marge sur des États comme effectivement le Michigan où ça s'est joué à très peu de voix, ou d'autres États, effectivement là, les swing states, où effectivement on doit voir les hommes noirs, les femmes blanches, les grands, les petits, ceux qui ont des lunettes, etc. pour essayer, diplômés, pas diplômés, etc. Et on essaye de voir toutes ces catégories socio-ethnico-culturelles, pour essayer de regrouper le maximum de voix. C'est une technique américaine maintenant depuis quelques dizaines d'années, ça fait longtemps qu'ils font ça, qu'ils segmentent l'électorat, qu'ils connaissent extrêmement bien, parce que je pense que la sociologie électorale américaine est la plus fine du monde, c'est très très bien travaillé, tenu, etc. Donc voilà, on est dans une sorte de zone d'incertitude où les candidats en termes de poids électoral sont très proches l'un de l'autre. Et donc ça se joue forcément à la marge.
D'ailleurs, c'est pas étonnant que ce soit là-dessus. Notamment, le sujet phare de la campagne de Kamala Harris, c'est l'avortement. Et que on a souvent tendance à pointer du doigt le fait que justement ces votes à la marge se font sur les questions de identity politics, de politique de l'identité, etc. Mais en fait, c'est précisément en réponse justement à cette fragmentation de l'électorat. Mais en même temps, on remarque aussi dans le ciblage des communautés et des catégories, une certaine progression aussi du statu quo qu'avait déjà imposé Trump. Notamment, c'était une réponse qu'avait donnée Harris dans une interview où on lui demandait du coup sur les droits des personnes trans. Elle disait pour les personnes trans, il faut respecter la loi. Sauf qu'en fait, il y a plein d'États où maintenant la loi, c'est les trans, c'est illégal, tu vois. Donc il y a aussi un truc sur lequel il y a cet investissement dans ces politiques sociales-là, mais en même temps avec une frilosité de ne pas trop revenir en arrière parce que tout de même, les avancées, on va dire, politiques de Trump sur la façon dont il a imposé une certaine représentation du monde, une certaine représentation aussi un peu masculiniste, etc., sont encore loin en fait d'être réparées dans le tissu social, et il y a une crainte en fait de partir un petit peu trop à gauche et de perdre du coup une autre... Enfin voilà, c'est un jeu d'équilibriste, quoi. C'est vrai qu'en plus, si on regarde le parcours politique de Kamala Harris, si aujourd'hui c'est une centriste qui veut se donner un petit peu un vernis progressiste, notamment sur l'avortement, c'est pas si surprenant que ça, parce que tu l'as dit tout à l'heure, elle a commencé en tant que procureure de Californie. Son surnom, c'était la première flic de Californie. Ensuite, donc elle avait une réputation un peu droite, un peu de droite. Et ensuite, elle s'est refaite une image en se prononçant contre la peine de mort. Et on voit aujourd'hui où elle arrive avec le droit à l'avortement, ou même si effectivement que c'est un point important d'opposition à Trump, puisque Trump il avait enlevé l'arrêt qui légalisait l'avortement dans tous les États. Elle n'invente pas quelque chose de très innovant à ce niveau-là. Elle ne le soutient pas par une politique de soutien aux différents plannings familiaux, alors que c'est eux qui tiennent la tranchée haute justement sur cette question-là. Donc il y a, c'est comment dire, mais ça rentre totalement avec, même dans ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect un peu de façade qu'on ressent en fait de cette élection-là, quoi. Et en même temps, si on regarde sur le vote des femmes blanches entre guillemets, ça suffit pas à avoir cet électorat féminin, alors qu'on pourrait dire Trump qui est frontalement masculiniste, qui a été condamné, qui a plusieurs condamnations, etc., ça passe. Et Kamala Harris qui fait campagne sur l'avortement, et ça ne passe toujours pas avec un électorat de femmes blanches, par exemple. Mais ça, c'est parce que, historiquement, on parlait du Ku Klux Klan tout à l'heure, mais justement, c'est un truc qu'on peut lire déjà à l'époque dans Les femmes de droite de Andrea Dworkin, où elle va, en fait, dans des meetings sur le Equal Rights Amendment, donc sur la loi sur l'égalité des genres, je crois, à l'époque, qui a été un marronnier de l'histoire féministe états-unienne, et où elle s'interrogeait sur pourquoi il y a des femmes qui sont ultra présentes dans ce genre de rassemblement. Et en fait, elle observe justement qu'il y a que le conservatisme offre aussi à ces femmes-là, donc des femmes blanches qui sont soit proches du Ku Klux Klan, etc., une place dans la société. Et une place de, si tu es subalterne à ton mari, certes tu es le subalterne, mais au moins tu es protégé, alors que le féminisme te promet la même incertitude que tu devrais laisser aux hommes parce que c'est eux qui vont travailler, tu vois. Il y a ce truc-là où en fait... je pense aussi que le féminisme libéral un petit peu aux États-Unis peine à comprendre, c'est comment ces politiques-là conservatrices peuvent remporter une adhésion et peuvent promettre une utopie malgré justement l'inégalité, quoi. Et en fait, c'est beaucoup là-dedans que ça se joue. Et en effet, dans l'électorat trumpiste, dans les personnes qui sont les plus engagées justement dans les politiques pro-Trump, on voit une revendication de la femme au foyer, la tradwife, parce que c'est la femme digne qui connaît sa place, quoi. Et au moins, tu le disais, elle sera inférieure à l'homme blanc, mais elle sera potentiellement supérieure aux latinos, aux femmes noires, aux hommes noirs. Elle pourra toujours appeler les flics dès qu'elle voit un noir dans son quartier. C'est ça. Et au moins, c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer que pour certaines femmes blanches, elle va avoir plus peur de l'immigration que qu'on lui enlève le droit à l'avortement, par exemple. Et ça, c'est une réalité. Les questions de sécurité, etc., ça traverse aussi les questions de genre. En vrai, la critique principale aussi qu'il faut avoir, il y a plein de critiques qu'il faut faire vis-à-vis de Harris, on peut citer évidemment le soutien américain à l'Israël, mais aussi on a vraiment du mal à savoir ce qui est le projet de société qu'elle a. Il y a quelques phrases clés qu'elle utilise, une opportunity economy, l'économie d'opportunité, qui rentre parfaitement dans la constitution américaine, de l'individualisme économique. Elle veut faire réaliser les rêves de tout le monde. C'est un peu c'est nous. C'est pourquoi elle dit dans un discours hier, c'est pour ça qu'on a un enthousiasme ces derniers jours. On est l'optimisme, on veut faire réaliser à tout le monde ses rêves.
je regardais la convention, son discours. C'était du storytelling pur, mais on a du mal à avoir une idée de où est-ce que les États-Unis se trouvent comme société dans un moment spécifique dans son histoire. Et où est-ce qu'on veut aller et quelles sont les décisions politiques concrètes qu'en tant que société, on doit faire vis-à-vis tout ce que vous voulez, l'inégalité économique, la concentration économique dans les grands groupes industriels, le changement climatique, le racisme. Il n'y a pas une idéologie, mis à part un retour dû à une sorte de consensus américain perdu. Et je faisais un peu dans ce débat qu'on avait sur la fragmentation de l'électorat. Il y a beaucoup d'illusions perdues aussi. Qui me fait un peu repenser à certaines discussions qu'on avait aux États-Unis il y a peut-être 15 ans. Donc bien avant, là on est vraiment au sommet de la lune du miel Obama. Il y a des livres dont on parlait, j'oublie un peu les titres, mais pardon les auteurs, mais il y en avait une qui faisait beaucoup parler, qui s'appelait The Emerging Democratic Majority. Je pense que c'était la majorité démocrate ascendante. Et bon, l'argument du livre, c'est que les États-Unis et la structure de la société américaine, la culture américaine, s'acheminaient inévitablement vers une situation où les États-Unis, du fait de la diversification ethno-raciale, culturelle du pays, du fait de l'ouverture du pays vers des nouvelles modes de vie ou tout ce que vous voulez, on allait vers une situation où la domination et l'assise du Parti républicain sur la société allait être affaiblie. Oui, et là, bon... la marche magique et automatique du Voilà. Et c'est un peu comme... Ça fait un peu penser aux des rapports... Je pense qu'il y avait des rapports similaires en France. Je pense à Terra Nova en 2011, avant la campagne de François Hollande, où on disait, on peut abandonner les idées de récit social... la question du travail parce qu'on va vers une société où évidemment on va être le pôle dominant d'une société d'individus. Et c'est toutes ces illusions qui je pense, qui sont en train de s'éclater en une situation où en fait non, c'est 50-50% toujours et même avec une victoire de 51-49, c'est guère une victoire Harris. On va y revenir sur la question des jeux institutionnels, mais il y a tous des récits qui font... Il y a quand même un principe d'incertitude. Si Trump gagne les élections, on sait à peu près que Kamala Harris, ça risque d'être le statu quo. Oui. Pas beaucoup, à mon sens. Il ne faut pas s'attendre à une évolution très nette par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. En revanche, pour Trump, qui est une espèce de chef charismatique, il a une marge de décision, une marge beaucoup plus grande que celle de Kamala Harris. Et il est dangereusement instable sur le plan psychopolitique, si j'ose dire, pour ne pas aller plus loin. On craint qu'il prenne des décisions parfois un peu radicales. Donc les États-Unis sont peut-être à la veille si Trump gagne, de modifications substantielle de leur vie politique. On parlait tout à l'heure de cette volonté trumpienne de mettre des taxes douanières de 100% sur toutes les importations pour éliminer l'impôt sur le revenu, donc favoriser ses copains riches, les milliardaires. Pour l'instant, c'est juste à 15%. Voilà. Pardon, c'est l'impôt sur les sociétés. Voilà. Il va enlever cet impôt et le remplacer par les taxes douanières, ce qui est une aberration absolue, mais bon, n'importe quel économiste s'arracherait les cheveux. Mais lui a énoncé ça, et je ne sais pas s'il aura les moyens d'imposer cette décision, mais en tous les cas, on voit bien le type de décision qu'il peut prendre, qu'il favoriserait. Donc ce sont des décisions... faut arrêter de tripailler Ah oui, pas toucher le... Ah, je touche plus le micro. Pardon, je m'excuse. Voilà. Donc... c'est un peu, je pense que ça a l'air d'être effectivement très normé, très sans surprise, très joué, très orchestré, mais il y a deux phénomènes, à mon avis, qu'il faut prendre en compte: le risque de crise interne violente et les aberrations d'une gestion trumpienne. Voilà. Et je voyais dans le chat quelqu'un qui était frustré, il disait on a l'impression qu'on est sur France Info, on parle que des questions de mœurs, c'est pas des questions de la lutte des classes, etc. Bon, déjà parler de lutte des classes aux États-Unis, c'est assez drôle, mais même... Je disais un petit peu, Harrison, sur le
fait que la figure de l'ouvrier a été remplacée par la figure du clientélisme, du client, du consommateur. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, il y a à la fois cette figure du consommateur, mais aussi le fait que la gestion de ce qu'on peut appeler plus communément la classe ouvrière, c'est une gestion historiquement aussi corporatiste, dans le sens où même pour sa première élection, Trump était allé voir des ouvriers, je crois, de l'automobile. Il y a des gros syndicats qui mènent des luttes dans le domaine de l'automobile. Mais donc même dans le rapport économique, ils ont aussi un rapport clientéliste en fait à ces corporations-là. Et là, ils projetaient une vision de lutte des classes. Il me semble que c'est pour le coup pour les États-Unis un petit peu illusoire, quoi. Et bon, l'horizon de la vie politique américaine depuis des décennies, c'est la démocratisation de la propriété. C'est ça, de l'accès à la propriété. C'est ça vraiment. C'est comme ça que pensent les Américains. Malheureusement, la culture politique américaine est assez bornée par ça. Évidemment, il y a les exceptions, évidemment, il y a les tentatives de faire bouger le curseur ou de faire changer ce cadre, mais c'est assez faible. Il y a eu des points intéressants. Moi, si je regarde un peu qu'est-ce qui pourrait changer ou sur quelle trajectoire est-ce qu'on est depuis quelques années qui sont intéressants. Et là, il y a un sujet qui est notamment, j'évoquais un peu, mais c'est la question de la concentration et la politique antitrust. C'est un peu ironique en Europe, on est un peu dans un moment où, pour celles et ceux qui ont regardé le rapport Draghi il y a un mois, les Européens, quand ils pensent leur situation économique, ils regardent les Américains et ils ont dit on a besoin d'une concentration économique des champions européens pour faire face aux concurrents chinois et américains. Alors que le mandat de Biden a eu quelques mutations intéressantes, notamment une politique antitrust, où on va une forme de tentative d'entamer le pouvoir des grands groupes numériques comme Google ou Amazon. Et évidemment, c'est très faible. On n'a pas du tout parlé non plus de la Cour suprême qui endigue toutes ces tentatives et affaiblissent énormément le potentiel de attaquer les monopoles numériques et industriels. Mais encore une fois, pour revenir à la question de la lutte des classes aux États-Unis, il y a même cette campagne antitrust, ça rentre encore une fois dans le cadre de l'accès à la propriété, c'est la démocratisation du marché. Mais ça, malheureusement, ça est très puissant comme imaginaire dans la vie politique américaine. Mais il y a des points très, très intéressants. Il y a un an, en fin 2023, on a une énorme vague de grèves dans l'industrie automobilière aux États-Unis. Et il y a dans les années à venir des nouvelles cycles de négociations. Et la lutte syndicale et la direction du AFL-CIO, qui est de United Auto Workers, qui sont les principaux syndicats, c'est intéressant. Et il y a un regain d'intérêt au moins de mobilisation à gauche sur ces questions. Et au moins dans la rhétorique, Biden a été plutôt accueillant. Il a nommé des figures plutôt encourageant à une politique de syndicalisation au National Labor Relations Board. Mais encore une fois, le cadre imposé par le droit américain est rend très difficile toute tentative de former des syndicats dans certains États. Il y a une doctrine de la Cour suprême qui a beaucoup affaibli le pouvoir des syndicats dans les entreprises et a affaibli le pouvoir de payer, les dues que doivent payer les syndicalistes dans chaque entreprise aussi. C'est intéressant. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait le communisme est autorisé aux États-Unis pour l'interrogation. Non, mais moi, ça Le communisme est extrêmement encadré, comme toutes les activités politiques aux États-Unis sont extrêmement surveillées, extrêmement encadrées, extrêmement réprimées quand il le faut. Mais si Trump gagne les élections, il a promis de recruter Elon Musk. Et c'est très intéressant ce recrutement parce que Elon Musk est un des partisans du démantèlement de l'État et donc de la transformation de l'administration publique par des agences. Donc le problème que tu évoquais de la loi antitrust et du contrôle ou de la limitation des pouvoirs des grandes entreprises se posera en d'autres termes. Le jour où, si jamais Trump gagne les élections et ses agences remplacent l'administration, comme Musk le défend depuis des années, on risque d'aller dans une situation, effectivement, où il y aura une lutte de classe engagée par le grand capital contre les couches sociales, contre les couches sociales les plus faibles, les plus fragiles. Et peut-être qu'il y aura à ce moment-là un début d'une résistance qu'on n'a jamais vue depuis la Deuxième Guerre, depuis les années 30. Contre les fonctionnaires, quoi. Donc, même les fonctionnaires pourront rentrer dans... Absolument, pourront être toutes les classes moyennes inférieures qui seront
atteintes par ces ruptures. Tout à fait. Une des chroniques très intéressantes pour moi cet été, on a suivi Elon Musk, évidemment, c'est peut-être la figure le plus remarquable. On se demande si chez lui il y a vraiment un côté personnel où on voit un peu le fascisme chez Elon Musk, évidemment. Mais dans tout le Silicon Valley, il y a, par rapport à 2016 et 2017 et 2020, vraiment, notamment en raison du question antitrust et les poursuites potentielles de part de Federal Trade Commission vis-à-vis des grands groupes numériques, on a vu en quelque sorte un basculement d'une frange du capital américain envers Trump, là où en 2016, bon, évidemment, il y avait les grands bourgeois et les grandes fortunes et les grands industriels qui soutenaient. Mais c'était embarrassant pour une partie de l'élite américaine de le soutenir. Et les digues ont un peu sauté à cet égard. On a eu Bill Ackman, qui est un des plus grands directeurs de hedge fund aux États-Unis. Lui, notamment, en raison du question israélo-palestinienne. Il a dit, bon, le Parti démocrate se fait envahir par les islamo-gauchistes et tout ça. Il faut faire bloc avec Trump. Peter Thiel, déjà, il était derrière Trump, fondateur de PayPal. Andreessen Horowitz, le plus grand groupe de capital risque, a soutenu Trump cet été aussi. Et c'est intéressant. Ça, c'est assez nouveau de voir cette... Là, on parle vraiment des grandes forces du capital américain qui s'accordent un peu de se ranger derrière lui. Évidemment, ça fait toujours un peu marginal vis-à-vis du capital qui est derrière Harris, mais c'est à noter. Mais d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des enjeux aussi vis-à-vis de l'Europe. Et il faut aussi souligner le fait que tout ce qu'invente l'extrême droite états-unienne se répercute sur les extrêmes droites européennes, particulièrement en France. Tu parlais de Peter Thiel, il fait partie aussi des soutiens du Rassemblement national. Même à l'époque, au moment de la première campagne de Trump, il y avait le fameux Steve Bannon, c'est ça, qui était venu former les jeunes du Rassemblement national, notamment sur la guerre numérique, sur les trucs comme ça. Les Italiens aussi. Ouais, les Italiens aussi, ouais, exactement. Donc toute cette partie de ce capital financier-là qui se met en marche du côté de l'extrême droite aux États-Unis, c'est aussi celle qui se met en marche du côté de l'extrême droite européenne. Donc il y a aussi ce rapport de force-là qui se joue, quoi. Oui, c'est sûr que nous, du point de vue de la France, on pense surtout au lien entre les extrêmes droites européennes, notamment parce qu'elles se retrouvent ensemble non, mais dans les institutions européennes, oui. Pour le coup. Mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi des liens un peu plus profonds à l'international. Et si on poursuit sur les questions internationales, là, on va dire qu'on continue une petite vingtaine de minutes. On peut approfondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un consensus impérialiste entre les républicains et les démocrates? Donc on avait dit oui globalement, même si effectivement il y a des subtilités, et je vais vous faire rebondir sur ça, et notamment ce qui est dit durant la campagne, et notamment Donald Trump qui a cette fameuse phrase de dire « je peux terminer la guerre, notamment en Ukraine, en un jour ». Et, enfin, comment dire, c'est pas que c'est vrai, mais c'est vrai que Donald Trump, dans le parti républicain, lui, il a un peu apporté ce renouveau-là de dire... on redevient un peu isolationniste, on ne va pas forcément nous ingérer dans toutes les guerres du monde, etc. Et qui entre un petit peu en rupture avec les démocrates qui, eux, ont un consensus sur on intervient parce qu'on défend nos valeurs et parce qu'on a des intérêts et tout et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations-là de Trump? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans cette idée-là de dire... Certainement une part de vérité. Trump est un isolationniste, c'est un non-interventionniste reconnu. Il a clairement dit que toutes les rumeurs sur une prétendue influence russe sur les élections américaines étaient du bidon, que c'était une immense opération de propagande. C'est la vérité pour lui. C'est absolument vrai. Ouais. Il l'a dit, et il dit plus loin, il va plus loin en disant qu'il ferait la paix en Ukraine dans les 24 heures. Donc, mais il ne faut pas non plus perdre de vue que c'est lui qui a donné l'ordre d'exécuter le général iranien Soleimani. Donc on a affaire à quelqu'un qui a effectivement une posture pro-israélienne extrêmement claire et forte, qui est motivée par sa haine des Arabes et des musulmans, plus que par son amour du sionisme, et une sorte de volonté d'apaisement avec les Russes, mais toujours en compétition avec les Chinois. Parce que le grand problème pour les Américains, le grand enjeu stratégique, c'est l'émergence croissante
de la Chine en tant que puissance globale. Et là, pour le coup, on a un vrai consensus entre Kamala Harris et Donald Trump. Et qu'il y a un enjeu qui ne concerne pas uniquement les États-Unis et les consommateurs états-uniens, dans le sens où c'est une guerre commerciale qui se joue. Et l'enjeu principal, c'est l'Amérique latine aussi, puisque l'Amérique latine change d'hégémon énormément en ce moment. Et l'enjeu, c'est est-ce qu'on va garder la mainmise aussi sur le marché latino-américain. Et aussi, ouais, bah oui, tout ça. Mais et aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur la question de la Palestine, la grosse différence entre Trump et Harris, c'est que Trump a une politique volontariste vis-à-vis du sionisme. Dans le sens où, quand il était président, il a décidé unilatéralement de reconnaître Jérusalem comme la capitale, alors que c'est totalement interdit par les résolutions internationales. Les accords d'Abraham aussi. C'est ça. Il avait financé des colonies dans le plateau du Golan syrien, qui sont appelées les Trump Heights, justement. Donc, il y a une politique vraiment volontariste de sa part. Là où Harris représente, on va dire, oui, le consensus pro-sioniste habituel. Oui, la continuité, tout en disant un petit peu non, mais c'est vrai. Parce que maintenant, elle est obligée de dire oui, mais c'est quand même triste que les Palestiniens meurent et je continue à lutter pour le cessez-le-feu. Exactement. Donc en fait, il faut choisir entre l'hypocrisie et l'engagement militant pour l'éradication de la Palestine et du Liban aussi d'ailleurs. Je pense aussi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sur Chine, il y a un consensus évidemment que la priorité stratégique primordiale de l'intérêt américain, c'est un nouveau endiguement de la montée chinoise. Ça, c'était même avant le 11 septembre en 2001. Bush voulait réorganiser en quelque sorte le focus de la politique américaine vers la Chine. Obama, 2011, c'est lui qui annonce un pivot vers l'Asie. Et évidemment, Trump, qui s'est fait élu largement en 2016 sur un positionnement farouchement anti-chinois, c'est clair pour lui. La question, c'est l'Ukraine. C'est là où il y a une possibilité d'un virement américain. Et évidemment, oui. C'est populaire aussi. Auprès des Américains. Oui. De plus en plus, en tout cas. Mais je pense aussi, et sur le Gaza, tout à fait, la Palestine-Israël, complètement. Trump, c'est la radicalisation de zionisme qui est soutenu par le consensus américain, évidemment. Mais je pense aussi, il faut quand même noter juste l'imprévisibilité de Trump. Il avait, je pense, j'ai fait les calculs tout à l'heure, il a eu, je pense, 4 ou 5 conseillers de la sécurité nationale au cours de son premier mandat. C'était la valse de conseillers et de figures dans son administration. Alors que Biden, il a eu Jake Sullivan depuis 2021, Anthony Blinken depuis 2021. Donc Trump, il a toujours eu il a eu du mal à se conjuguer avec, lui, il a nommé le blob, le fait que la politique internationale américaine, oui, le président, il a le pouvoir dans la façon dont il présente l'agenda, mais c'est pas que le président, c'est pas que lui, et ce qui se passe dans sa tête. Il y a un problème de qui est-ce que je vais mettre dans telle ou telle administration, et il se trouve que il y a des idées et des priorités stratégiques américaines qui le dépassent, et je ne serais pas étonné si il se soit imposé des choses aussi sur la politique internationale. On l'a vu au cours de son premier mandat, et je pense que ça peut être sur l'Ukraine peut-être, mais il se sera déçu aussi. Il a été très déçu au cours d'un premier mandat, et s'il y a une nouvelle administration Trump, il faut, sur les questions internationales, c'est pas que lui qui décide. Il y a au-delà juste une maillage d'acteurs et de think tanks, et d'organisations, et d'acteurs, et de diplomates, et d'administrations à coordonner. Et il y a une logique de cet ensemble qui est de garder, en quelque sorte, et de prévenir la montée d'un rival géopolitique, de garder l'Europe dans un camp occidental sous tutelle américaine. Ça peut être sous l'OTAN ou ce qu'on veut, mais au-delà de ça, il y a cette priorité stratégique américaine. Et oui, je suis d'accord qu'il critique tout ça, mais je pense qu'il y a une logique institutionnelle à ce qui se passe à Washington, et il peut s'opposer d'une façon ponctuelle sur des choses, mais à voir s'il est vraiment assez puissant en politique. C'est une point d'interrogation. Il critique, mais à voir si ça se passe. Pour nuancer ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'Ukraine, il avait quand même livré des missiles à l'Ukraine, et il avait quand même ordonné des sanctions contre la Russie. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, et peut-être parce que les républicains sont aussi divisés sur la question, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas Trump qui arrive, même s'il se donne cette image-là de celui qui arrive dans le bureau et qui fait ce qu'il veut, c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans les faits.
Non, il ne faut pas attendre grand-chose de ces élections Ouais. en synthèse conclusive. Il va y avoir un nouveau chef, à Washington. Pour le tiers-monde, pour le sud du monde, il n'y a absolument rien à attendre des États-Unis. Il y a longtemps que le discours américain n'est plus qu'un discours unilatéraliste, brutal, violent. Ils ne sont plus les vecteurs d'une espèce de American way of life, d'une espèce de modernité, d'une espèce de liberté. Voilà. Ils ne sont plus du tout représentatifs de cela. C'est une perte de substance significative, donc une perte d'influence américaine globale. Ils n'ont plus que leurs 14 ou leurs 17 porte-avions, je ne sais plus combien ils ont. Ils n'ont plus que leur porte-avions pour porter leur parole, qui est une parole meurtrière. Donc pour nous, ces élections-là ou rien, c'est à peu près la même chose. C'est la continuité démocratique d'un système qui ne se renouvelle pas. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va conclure. Est-ce que vous avez un dernier point que vous souhaitez aborder particulièrement, un d'entre vous? Pour compléter la conclusion, je voulais aussi dire que, en effet, il y a le côté bonnet blanc, blanc bonnet, mais je voulais aussi réappuyer sur le fait que une percée fasciste aux États-Unis aurait des conséquences directes aussi sur la virulence des extrêmes droites européennes et notamment leur décomplexion totale. Et je pense que là-dessus, d'ailleurs on a vu même dans sa campagne Éric Zemmour qui a appliqué certaines stratégies états-uniennes, notamment en mettant avec le collectif Parents Vigilants, où il a commencé à pousser des militants à rentrer justement dans les différentes écoles pour lutter contre le wokisme, mais on sait très bien derrière tout ça qu'en fait la stratégie c'est aussi de détruire progressivement l'école publique. Et comme ça a pu être fait, ou comme la stratégie a pu être éprouvée aux États-Unis en utilisant justement le prétexte du wokisme pour couper des financements. Donc voilà, c'est des stratégies assez concrètes qui sont répercutées chez nous. Et c'est aussi là-dessus qu'on a tendance souvent à se dire, oh là là, de toute façon, les États-Unis, pourquoi s'y intéresser? Bon, de toute façon, c'est l'hégémon, il fait ce qu'il veut, on n'y peut rien. Mais je pense qu'il y a aussi il y a un enjeu aussi à connaître tout ce genre de dynamique pour justement mieux apprendre à lutter contre elles quand elles seront importées chez nous, quoi. C'est leur capacité de nuisance. Exactement. Là, je sors un constat un peu peut-être parochial ou américain. C'est quand même très révélateur et on se disait ça un peu avant Cassandre, mais c'est très révélateur que quoi qu'on en dise des résultats qu'on aura mercredi ou jeudi ou peut-être mardi soir, tard à New York ou aux États-Unis, quoi qu'on en dise, Trump va se déclarer gagnant. Ah oui, ça, on n'a même pas abordé. C'est quand même très révélateur de l'état de la société américaine et de son système politique. Je suis peut-être pas 100% sûr, mais 99% sûr qu'il va se déclarer gagnant. Bah oui, je suis assez d'accord. Il ne faut pas avoir une approche des élections dans le sens où il y a un gagnant, un perdant. Pendant des élections et toute une campagne, au contraire, on fait avancer des idées, on gagne des électeurs, on convainc des gens. Donc, ce n'est pas juste l'issue de l'élection qui compte, c'est aussi qu'on travaille une société. On travaille les médias, on travaille la société, on travaille ce qui divise les gens, ce qui motive les gens, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Et moi, j'ai 2 petits éléments de conclusion. Oui, donc là, on a beaucoup attaqué le Parti démocrate, mais effectivement, en tout cas, c'est mon avis. Je comprends totalement parce que tu parlais du fascisme, qu'aux États-Unis, les électeurs démocrates soient effrayés de Donald Trump et qu'ils soutiennent fermement Kamala Harris et qu'ils aillent voter pour Kamala Harris, etc. Ça, je le comprends parfaitement. Un peu, nous, on avait comparé ça, bon, on n'aime pas trop les comparaisons, mais on avait comparé avec le vote Macron-Le Pen en France, où nous, on avait appelé à voter Macron. On l'avait fait à la fin, au 2e tour, hein, attention, je précise. Donc, on ne peut pas donner des leçons, c'est pas parce qu'on critique le Parti démocrate ici qu'on donne des leçons aux Américains, surtout à ceux qui sont les plus précaires et ceux qui vont être les victimes des politiques plus dures, plus libérales, plus fascistes, etc., qui interviendront. Et enfin, moi, j'espère aussi, c'est l'impression que j'ai sur l'impérialisme, en tout cas, des États-Unis, avec le dernier mandat de Biden, c'est que le vernis progressiste, le vernis de la justice, de l'éthique derrière les interventions militaires américaines commence à vraiment se fissurer. Ça commence à se fissurer, notamment avec Trump, qui critiquait, bon, pas le côté progressiste, mais le côté hypocrite de dire on arrête d'intervenir partout dans le monde au nom de je ne sais quelle morale ou je ne sais quelle supériorité, et de dire, bon, bah là, je pense que les gens commencent à se rendre compte, avec Israël notamment, avec le retrait militaire en Iran, que il faut arrêter avec l'impérialisme, peu importe les prétextes qu'on lui trouve, en fait. Oui, on va sauver les femmes, on va sauver les juifs, on va sauver les... Voilà.
C'est ma petite conclusion. Ça va pour vous? Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette superbe émission. Je pense qu'on a fait un super tour des sujets. Donc moi, je suis très, 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 très contente. On va mettre le replay sur YouTube. Et on enchaîne avec l'émission La Perme avec Samir. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe technique. Au revoir.